Bonjour, je m'appelle Sébastien Arcan, professeur au département de management de HEC Montréal et co-titulaire de la chaire de recherche du Québec sur la situation démolinguistique et les politiques linguistiques, en compagnie de mon collègue Richard Marcoux du département de sociologie de l'Université Laval. Dans le cadre des activités de la chaire, nous avons pensé qu'il serait bon de revenir quelque peu dans le passé pour mieux comprendre le présent et anticiper l'avenir. C'est dans cette optique que notre premier balado consiste en une rencontre avec M. Michel Amiot, qui était aux premières loges de l'élaboration de la Charte de la langue française, souvent appelée la Loi 101. Né à Montréal en 1943, Michel Amiot a non seulement été l'un des premiers diplômés du département de démographie de l'Université de Montréal, mais également le tout premier démographe recruté au ministère de l'Éducation du Québec. Cadre supérieur au sein du gouvernement du Québec et premier directeur de la direction de la recherche au Conseil de la langue française, il a produit de nombreux travaux dans le domaine de la démolinguistique et a assuré la réalisation d'études dans les domaines démographiques, linguistiques, sociologiques et économiques. Michel Amiot a enseigné à l'Université de Montréal, à l'Université Laval, à l'Université du Québec à Montréal, ainsi qu'à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a été vice-président de la division et du plus de la firme d'ingénierie TechSult. Il a dirigé de nombreux projets dans le domaine de l'éducation en Asie du Sud-Est et en Afrique francophone. Coordonnateur au milieu des années 70 du groupe ad hoc concernant les aspects démographiques de la Loi 101, il a été au cœur des travaux ayant mené à l'adoption en 1977 de la Charte de la langue française au Québec. Cet entretien avec Michel Amiot sera mené par le professeur Victor Piché, sociologue démographe. Né à North Bay, en Ontario, Victor Piché a d'abord fait des études en sociologie à l'Université d'Ottawa pour ensuite poursuivre à l'Université Cornell aux États-Unis, où il obtient un doctorat en 1974. Il a alors été recruté comme professeur au département de démographie de l'Université de Montréal, un département qu'il a dirigé de 1993 à 2000. Victor Piché s'intéresse notamment aux droits des migrants et des migrantes, ainsi qu'aux statistiques ethniques, raciales et linguistiques dans une perspective critique. Il a notamment dirigé avec Jean-Pierre Corbeil et Richard Marcoux un ouvrage collectif paru en 2023 chez Delbusso intitulé « Le français en déclin? Repenser la francophonie québécoise ». Je vous remercie de votre attention et maintenant, place à cet entretien. Bonjour. Les débats linguistiques ont toujours été présents au Québec. On ne compte plus le nombre de lois qui ont été adoptées pour assurer la protection de la langue française. Et la dernière en liste est la loi 96 adoptée en juin 2022, intitulée « Loi sur le français, langue officielle et commune du Québec ». Et dans tous les cas, les débats ont été centrés sur les indicateurs démolinguistiques. Et dans ce contexte, les démographes ont occupé une place centrale. Et cela est particulièrement évident lorsque l'on retourne en arrière pour examiner le contexte historique autour de la loi 101 et la Charte de la langue française. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir échanger avec le démographe Michel Amiot, qui a joué un rôle central dans la préparation du dossier démolinguistique au cœur des débats lors de la préparation du projet de loi 101. Et en 1980, Michel Amiot a dirigé d'ailleurs une publication d'un livre qui s'intitule « La situation démolinguistique au Québec et la Charte de la langue française ». Et dans la préface du livre, Camille Lorrain écrit, et je cite, « L'été 1977 marque un sommet sur la courbe des études démolinguistiques au Québec. Les études démographiques prirent cet été-là une ampleur considérable. » Bien, c'est justement un retour vers cet été et ce contexte historique que nous allons faire aujourd'hui en profitant de l'expérience de Michel Amiot. Et on va aborder donc un certain nombre de questions qui étaient à l'époque centrales dans la préparation de la loi. Je vais peut-être demander à Michel de commencer par nous préparer un peu d'où il venait quand il s'est retrouvé dans ce dossier linguistique dans les années 75-77. Oui, ben j'étais de la deuxième génération du département de démographie, comme diplômé à ce moment-là. Et mon premier emploi était au ministère de l'Éducation. J'avais une formation antérieure en pédagogie, donc licence en pédagogie, brevet A,
les écoles normales. Et à l'éducation, dans la foulée de Yves Martin, qui était sous-ministre à l'époque et qui avait aussi une formation démographique, on avait grand intérêt sur les aspects démographiques de la situation au Québec dans les écoles et dans la situation aussi de la langue d'enseignement. Et je suis arrivé là, on a créé ensemble le service de démographie scolaire et de fil en aiguille, les débats sociaux sont survenus et on a dû intervenir. Donc, au point de départ, j'étais là au moment de les discussions sur la loi 63 et on avait une première sous-ministre qui était Madame Thérèse Baron qui se disait toujours les chiffres et moi, on va pas très bien. Donc, j'étais intervenu à ce moment-là sur les éléments de la crise de Saint-Léonard. Par après est arrivée la loi 22. Et là aussi, les débats démographiques étaient davantage importants puisque il y avait eu la commission Gendron qui va suivre la loi 22 ou qui a précédé la loi 22, je me souviens bien. Et là, les aspects démographiques devenaient plus importants. Donc, j'étais intervenu encore sur ces questions-là. Et quand arrive la loi 101, la charte de la langue française, les questions démographiques deviennent importantes à cause du débat qui se passe dans les journaux. Et mon directeur de l'époque à l'éducation, Gérard Lapointe, qui était un élève de Fernand Dumont et qui maintenant travaillait avec Guy Rocher, Fernand Dumont, dans l'entourage immédiat de Camille Lorrain, m'a demandé si ça m'intéressait de participer à l'analyse des mémoires. Et faisant l'analyse des mémoires, automatiquement, on arrivait sur les mémoires qui portaient sur l'avenir des anglophones au Québec. Donc, c'est là que je suis intervenu beaucoup pour apporter une dimension démographique différente de celle qui nous était présentée dans les journaux et les différents mémoires. Vous aviez donc une équipe de démographes à ce moment-là? On n'avait pas d'équipe de démographes. Mon rôle de coordination a fait en sorte que j'ai communiqué avec des collègues démographes qui avaient étudié avec moi ou qui avaient suivi et qui étaient présents dans l'environnement démographique québécois et qui avaient des positions un peu différentes de celles qui étaient présentées notamment par nos amis Henri Pain et Lachapelle, qui, eux, sont intervenus beaucoup dans les médias. Donc, j'avais recours aux démographes qui étaient au ministère de l'Immigration, d'autres qui étaient avec moi antérieurement au ministère de l'Éducation, et je commandais plus ou moins des articles qui étaient par après publiés dans les journaux, mais aussi qui étaient fort utilisés par le Dr Lorrain en commission parlementaire pour réagir aux mémoires qui nous étaient présentées. Peux-tu nous rappeler, à ce moment-là, quels étaient vraiment les grands enjeux quand on parlait de langue et la nécessité d'avoir une nouvelle loi, parce qu'il y en avait eu d'autres avant. Oui. C'était, disons, les enjeux principaux à ce moment-là. Les enjeux principaux, ils portaient sur l'usage de la langue française dans tous les aspects de la société québécoise, dans le travail, dans le commerce, etc., mais aussi l'intégration des immigrants, qui est un élément fondamental parce que par la loi 123, pas 22 et 63, on avait gardé le libre choix d'accès à l'école. Et tous les immigrants qui nous arrivaient, même, compte tenu de la situation du milieu du travail où l'anglais était prédominant, ils se dirigeaient vers l'école anglaise. Donc, la question des migrations, la question des transferts linguistiques, même si quantitativement, les transferts linguistiques, c'était pas très important, mais à l'époque, ça a pris une importance considérable par l'analyse qu'on avait des nouvelles données que le recensement nous donnait entre la langue d'usage et la langue maternelle. Donc, on avait donné beaucoup d'importance à ces transferts linguistiques du français vers l'anglais et ça résonnait beaucoup à ce moment-là.
Donc, dans le fond, on est dans 1975, 76, 77. 77. Donc, c'était les données du recensement de 1971 et surtout. 66 et 61. Ouais. Et on avait essentiellement accès à la langue maternelle et la langue parlée à la maison, Exactement, d'usage. qui étaient les deux seules variables à ce moment-là. Exactement. Ce sont des variables, aujourd'hui, quand on fait le débat, hein, on dit que ce sont des variables ou des indicateurs de la langue privée. Y a-t-il eu ce débat-là à l'époque sur langue privée versus langue publique, compte tenu qu'on a des indicateurs de langue privée pour établir une loi qui s'intéresse essentiellement à la langue publique? De mémoire, je pense pas. On s'intéressait vraiment davantage à la langue publique, la langue de l'État, la langue française qui devrait être présente dans tous les secteurs de la société. La langue privée, non. Bien que l'élément qui venait avec les transferts linguistiques, c'était de dire que plus il y aura de transferts linguistiques du français vers l'anglais, automatiquement, le nombre de francophones va baisser. Et c'était ça l'élément central, en fait, du débat axé sur les transferts linguistiques. Mais quand on regarde les nombres qui étaient impliqués, ça aurait pris plusieurs siècles probablement avant que le français disparaisse si on tenait compte que des transferts linguistiques. Mais le débat aussi, étant donné qu'on utilisait, que vous utilisiez à l'époque, pas uniquement des indicateurs linguistiques, mais aussi les effectifs scolaires, par exemple, par groupe linguistique, etc. Il y a quand même eu un débat assez virulent à l'intérieur même de la démographie concernant l'utilisation de ces chiffres ou de ces indicateurs pour élaborer cette loi. Oui, c'est sûr que le facteur migratoire est important. Le facteur migratoire interprovincial et le facteur immigration internationale. Les données qu'on avait à l'époque, c'est que ces migrations apportaient une masse importante de personnes qui parlaient anglais prédominamment. Donc, c'est sûr qu'il y avait un danger qui était élevé, que disaient certains, de la minorisation des francophones. Et ce que la loi 101 voulait apporter, c'est le fait contraire. C'est-à-dire qu'on voulait s'assurer que par la venue de transfert des élèves vers la fréquentation des écoles anglaises, on puisse avoir à l'avenir des gens qui utilisent davantage le français et permettent justement à ce que la société francophone se développe davantage. Mais les anglophones ont dû réagir à cette perspective-là de voir les effectifs scolaires, dans le fond, leur échapper. Effectivement. Et j'imagine, est-ce qu'il y a eu aussi, chez les démographes, des opinions ou des études qui disaient que ça mettait en danger la communauté anglophone? Ah ben oui, c'était central. Le jour où les nouveaux arrivants ne vont plus à l'école anglaise, ça a un impact direct sur la communauté anglophone, qui, à l'époque, les élèves qui étudiaient à l'école anglaise représentaient presque 20% des effectifs scolaires. Alors que la communauté anglophone représentait comme telle environ 10%, si on parle de la langue maternelle ou la langue d'usage. Donc, la communauté anglophone s'est fortement élevée contre cette mesure-là. Je comptais l'autre jour qu'il y avait plus de 40 mémoires qui étaient parvenues à la commission parlementaire venant de groupes anglophones qui militaient fortement contre cet article de la loi qui faisait en sorte que pour étudier en anglais au Québec, il fallait avoir étudié en anglais au Québec. Là, on parle de la clause Québec. Il y avait aussi une forte opinion de personnes qui voulaient que cette clause Québec soit élargie à la clause Canada. On pourra en parler plus tard. Ben, tu sais, je pense que j'aborderai cette question-là maintenant parce que elle est au cœur du débat chez les démographes. Et je me demandais justement si l'équipe autour du Dr. Lorrain et votre équipe de démographes, si vous étiez davantage
en faveur de la clause Québec ou de la clause Canada? Non. À cette époque-là. À cette époque-là, on était davantage favorable à la clause Québec, à cause des migrations interprovinciales et à cause principalement de ce qui pouvait se passer dans la région de l'Outaouais. Le gouvernement fédéral étant là, c'est sûr que il y a beaucoup de personnel qui arrive dans la région venant des autres provinces et qui sont unilingues anglais et qui vont rechercher à fréquenter, que leurs enfants fréquentent l'école anglaise. Donc, on avait une crainte que dans cette région-là, en particulier, les effectifs scolaires anglophones continuent à s'accroître au détriment des effectifs francophones. Pour le reste du Québec, c'était moins important, mais ça avait une certaine importance à Montréal également. Mais la clause Québec était celle qu'on mettait de l'avant continuellement. Et le groupe de démographes avec qui on était, on avait écrit un certain nombre d'articles dans le livre dont tu as mentionné tantôt, portaient sur cette importance de la clause Québec. Mais c'est la clause Canada qui a remporté finalement. C'est la clause Canada qui a remporté après le jugement du juge des Chênes, en 82 ou 83. C'est un jugement jugement de la Cour d'appel. La Cour d'appel du Québec? Oui. Qui avait été contesté par... La clause Québec avait été contestée et en cours et fort débat à ce moment-là et la clause Québec a été éliminée, remplacée par la clause Canada. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quiconque a étudié en anglais au Canada, les parents ont étudié, un des deux parents a étudié en anglais au Canada, peut étudier en anglais au Québec. As-tu l'impression qu'à ce moment-là, votre groupe, vous représentiez la majorité au Québec? Est-ce que, je me souviens pas très bien, moi, si ça avait eu un débat important dans la société en général, tu sais, les chroniqueurs, est-ce qu'il y a eu il y avait un vent en faveur de la clause Québec ou ça a passé comme du beurre dans l'eau? Cette question-là, il relève plus de l'élément politique, je pense, que démographique. Okay. En 76, en 77, après l'élection du Parti québécois, le mouvement nationaliste est très important et c'est sûr que on favorisait fortement la clause Québec. Maintenant, dans les médias, c'était pas le cas parce qu'il faut se rappeler que autant le Journal de Devoir que la presse étaient largement favorables au maintien d'un certain statu quo au niveau linguistique. C'est pas des médias qui, au contraire, se sont prononcés favorablement pour la loi 101. On se rappelle des éditoriaux de Claude Ryan dans Le Devoir, qui était loin d'être favorable à la loi 101. Ah oui. Donc, c'est sûr que notre groupe de démographes, en fait, était très favorable, sauf quelques exceptions, mais on était très favorable à la loi 101 et à la clause Québec au niveau de fréquentation scolaire. Tu dirais-tu que c'était un peu une certaine... il y a un certain consensus chez les démographes eux-mêmes pour la clause sûrement. Québec? Oui, sûrement. Donc, on avait affaire à des démographes. On avait quelques oppositions, bien sûr, oui. Mais généralement, le groupe... On n'était pas nombreux à l'époque. Il faut dire que le département de démographie datait du début 65. Oui. On était 10 ans plus tard. Oui. Et il se formait 7, 8, 9 démographes par année. Donc, on n'était pas nombreux. Par contre, l'Université McGill avait des gens qui avaient étudié en démographie, mais qui n'étaient pas les démographes du département ou qui étaient venant de milieux plus anglophones. Le mémoire de l'Université McGill à la commission parlementaire était fortement axé contre les principales clauses de la loi 101. Ça, c'est évident. Tu sais. Okay. On parle beaucoup, en ce moment, évidemment, c'est ça l'objectif de notre échange, du rôle des démographes, qui a été central. Et j'aurais deux questions, en fait, reliées à ça. Tu dirais-tu, d'une part, que toute la confection, la préparation, je dirais, l'architecture de cette loi-là a été éminemment démographique? Non, je pense pas. Il y avait un élément, oui, important pour éviter que la minorisation trop grande des francophones, non. D'ailleurs, quand on lit les textes du Dr Lorrain, on voit bien que, oui, l'aspect démographique avait une importance, mais aussi ce qui prédominait,
c'était la place du français et des francophones dans la société québécoise. Et pour ce faire, il fallait qu'on intervienne au niveau de la langue du travail, de la langue du commerce, de la langue des affaires, de la langue de l'État, etc. Et si on revient à la commission Gendron, préalablement, la commission Gendron avait beaucoup insisté sur la langue du travail et avait montré que un des éléments qui encourageait les nouveaux arrivants à fréquenter l'école anglaise et envoyer leurs enfants à l'école anglaise, c'est que pour travailler au Québec, il fallait connaître l'anglais. Et il y avait aussi tout le phénomène de l'endo-recrutement qui avait été mis de l'avant par la commission, par les travaux d'Arnaud Sall au département de sociologie, qui montraient que les grandes entreprises recrutaient du personnel qui leur ressemblait. Donc, on recrutait davantage des cadres francophones, anglophones. Mais, avec la Révolution tranquille, la croissance du nombre de diplômés francophones, il fallait bien que nous puissions avoir accès au poste supérieur de l'entreprise. Et pour ce faire, il fallait franciser les entreprises. Et ça, c'était une partie importante de la loi 101, de faire en sorte que les grandes entreprises se francisent. Et c'était cet élément-là qui était crucial dans la loi, avec tout le reste là, dont on parlait tantôt, l'affichage, etc. Et par le fait même, si on francise le milieu du travail, ben, on va s'assurer que les nouveaux arrivants vont adhérer au français et ça va confirmer la croissance du rayonnement du français au Québec. Je reviens un peu en arrière parce que je reviens sur les indicateurs, tu vois. On parlait tantôt d'indicateurs de la sphère privée, sphère publique, qui était pas le débat portait pas là-dessus. Malgré qu'on utilisait des indicateurs de la sphère privée, souvent pour justifier un peu la situation des mots linguistiques au Québec, et on s'en servait aussi pour faire des projections. Ouais. Et donc, pour moi, c'est intriguant de dire on a des indicateurs de ce qui se passe dans la sphère privée, alors que la loi peut essentiellement intervenir dans la sphère publique, mais pour lesquels on n'a pas nécessairement d'indicateurs. On en a indirectement, puisque tu parlais du secteur de l'emploi, où on savait que c'était un secteur où il y avait beaucoup d'anglais, mais je suis peut-être obnubilé par la question parce que ça a été tellement central des derniers jours, ces derniers temps, sur la nouvelle mouture de la loi et puis tout le débat linguistique au Québec depuis quelques années, que c'est comme si à cette époque-là, il y avait l'idée de menace n'était pas là. En tout cas, elle ne venait pas de la sphère privée. Je sais pas si tu vois un peu. En fait, la notion d'indicateur, à mon sens, n'existait pas. Ah, oui, c'est venu plus tard, ça, les indicateurs. On travaillait avec des données globales. On voyait l'avenir du français au Québec et on voyait bien que par rapport à la population générale du Canada, la portion francophone ou la portion du Québec allait aller vers une certaine décroissance. Mais ce qu'on voulait s'assurer, c'est que la portion de la population francophone au Québec continue soit à rester stable, soit à croître et ne pas être impactée par l'immigration. Ouais. Et c'est l'élément essentiel, je pense, de la loi, c'était beaucoup plus la question scolaire, la langue d'enseignement, qui ne devait plus être le libre choix. Il fallait trouver le moyen de faire en sorte que l'avenir du français soit assuré à sa base même, et à sa base même, c'est les enfants qui vont apprendre le français, qui vont vivre dans un milieu francophone, qui vont peut-être participer à la culture québécoise aussi, et qui vont pouvoir aussi travailler en français. Tantôt, on parlait de la part des travaux des démographes. Je me demandais si il y avait eu d'autres spécialistes, par exemple en sociologie. Et justement, je pensais à Guy Rocher, qui est décédé récemment et dont on a parlé amplement dans les journaux, à la télévision, comme étant quelqu'un qui avait participé à construire le Québec moderne. Et je me demandais s'il a été très impliqué, lui, dans ce moment-là de la loi 101. Oui, forcément. Guy Rocher était le sous-ministre de Camille Lorrain à l'époque. Okay. Il avait quitté son poste au département de sociologie de l'Université de Montréal pour
passer à la fonction publique avec Fernand Dumont. Et les deux étaient les deux personnages centraux de l'élaboration de la charte de la langue française et bien sûr de la loi 101. Donc, j'avais la chance de pouvoir travailler davantage avec Guy Rocher qu'avec Fernand Dumont, qui se concentrait davantage sur les aspects plus théoriques, je dirais, de la question linguistique et culturelle. Et Guy Rocher était omniprésent. En fait, on avait un groupe. Moi, j'étais dans le groupe qui analysait les mémoires de la commission parlementaire, présentait la commission parlementaire. Donc, on avait là des historiens, des sociologues, des avocats qui réagissaient et on faisait des résumés des mémoires et on présentait à M. Lorrain les éléments pour qu'il puisse intervenir au moment de la commission parlementaire. Donc, oui, et mon ancien directeur au ministère de l'Éducation, Gérard Lapointe, qui était un élève de Fernand Dumont, intervenait régulièrement dans ces discussions qu'on avait pour l'analyse des mémoires de la commission. J'ai été un peu surpris, parce que je ne le savais pas, que à ce moment-là, la presse et le Devoir, et surtout le Devoir, en fait, n'étaient pas très favorables à une nouvelle loi, à la loi 101. Aujourd'hui, ça m'étonne un peu. Ben, ça nous étonne parce que le Devoir a complètement changé d'orientation. Dans les années de Claude Ryan, c'était pas un devoir indépendantiste. On l'a connu plus tard par le changement d'équipe éditoriale. Mais à cette époque-là, non, c'était pas le cas du tout. Et la presse, la presse était fédéraliste, va sans dire, par Power Corporation, si on veut bien. Ouais. Mais le Devoir, on voit par après, M. Ryan est devenu le porte-parole du Parti libéral et chef du Parti libéral par après. Donc, on n'était pas en milieu indépendantiste québécois, là. Au moment de l'adoption de la loi en Chambre, est-ce que vous étiez présent? En Chambre, non. Moi, j'étais pas présent. J'ai beaucoup participé à la commission parlementaire comme à titre de spectateur. Bon, on avait préparé les documents antérieurement, donc c'était toujours impressionnant de voir M. Lorrain lire, présenter le texte qu'on avait écrit. Et M. Lorrain, c'est un homme absolument fantastique. Quand il présentait ses arguments, jamais on avait l'impression qu'il lisait un texte. Alors que nous, on avait le texte, on disait, mais voyons, c'est exactement ce que j'ai écrit, ça. Mais c'était naturel, c'était fantastique d'assister à ces présentations. Vous aviez avoir une certaine, avez-vous ressenti une certaine fierté le jour où cette loi-là a été adoptée? Ah ben oui, c'est sûr. Ouais. C'est certain qu'on était très fiers de ce qui se passait à l'époque. Bon, ça aurait été assez exceptionnel qu'il ne puisse pas passer. Les péquistes étaient majoritaires en Chambre, donc c'est une question de temps. Mais il y avait quand même un certain débat à l'intérieur du parti. Hein? M. Lévesque n'était pas toujours d'accord avec ce qui était présenté par Camille Lorrain et par la loi comme telle. On le voit par l'aspect Canada-Québec en cours de route et par les nominations par après. Si je me souviens, René Lévesque, le premier ministre, avait presque mis sa tête sur le bio sur cette question-là, puis il avait dit si vous acceptez la clause Canada, moi je démissionne. Exact, mais je pense qu'il y avait la clause Québec était restée. Ah, c'est ça. Okay. La clause Québec était restée. Ah oui. Ah oui, puis c'est en cours que ça a été. C'était plus tard que c'est parti. Écoute, un des points importants que vous débattiez à l'époque, parce que j'ai consulté un peu les vieux documents que tu m'as fournis, j'avais un peu oublié parce que j'étais quand même là, mais j'ai oublié tout ça. Puis ce qui m'est revenu, c'est cette idée des démographes, surtout les gens de la Chapelle et Jacques-Henri Pin, qui prédisaient la disparition du groupe anglophone. Est-ce que vous y croyez, vous autres, à cette hypothèse de disparition du groupe anglophone? Pas du tout. Pas du tout. Les travaux qu'on a fait d'ailleurs en réponse à ces travaux d'Henri Pin La Chapelle démontraient tout à fait le contraire. Ça aurait été assez exceptionnel que la million de personnes et plus quittent le Québec du jour au lendemain à cause de ces éléments. D'ailleurs, dans le milieu anglophone, on n'était pas tous opposés, loin de là, à ce qui était dans le projet de loi. Donc non, c'était certain. Mais on était conscient cependant que ça aurait un effet sur la communauté anglophone.
Ça aurait un effet sur les écoles anglophones. 20% de la population scolaire qui fréquentait l'école anglaise, si on enlève les futurs élèves venant de parents qui ne sont pas nés au Canada ou au Québec, c'est sûr que ça aurait un effet. Et on anticipait 10-12% d'élèves anglophones dans les années à venir, ce qui en fait s'est concrétisé véritablement. Et la communauté anglophone n'a pas disparu. Je pense que quand on regarde autour de nous aujourd'hui, la communauté anglophone est toujours là, bien solide. Oui, il y a des gens qui sont partis, mais ça a permis d'acheter des maisons à West Island. Écoute, si on revient à aujourd'hui, OK? Plusieurs années plus tard, et on a eu encore une fois des débats assez virulents ces dernières années. D'une certaine façon, tu dirais-tu que les enjeux et les débats qui avaient lieu à cette époque-là ne se retrouvent pas nécessairement aujourd'hui, qu'on était un petit peu ailleurs dans les débats? Je pense qu'en partie, on est encore là. On revient régulièrement avec la notion du déclin du français. Et en parlant du déclin du français, on a l'impression qu'on parle du déclin en nombre également au Québec. Il faudrait peut-être définir d'abord qu'est-ce qu'on entend comme français et francophone. Si on entend ce que Louis Helmont appelait les Québécois catholiques francophones blancs, oui, c'est sûr que ce groupe de population-là va diminuer. Hein? C'est la survivance, en fait. On n'est plus là. Avec l'arrivée des immigrants qui parlent français ou dont les enfants vont parler français, le nombre de francophones au Québec va ou rester ce qu'il est, ou même croître. Il y a peut-être plus de gens qui parlent français maintenant qu'il y en avait qui parlaient français il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais on a l'impression que du fait que ce sont des immigrants qui parlent français, c'est comme si ils ne faisaient pas partie du groupe. Et c'est cet élément-là qu'il va falloir qu'il change dans l'avenir au niveau des perceptions. On a développé, comme tu sais, dans le débat, un certain nombre de démographes, on avait développé l'indicateur présence du français. Hein, plutôt que de regarder qui parle français, puis de regarder une catégorie, on a essayé de voir l'ensemble de la présence ou de l'utilisation du français. Okay? Par exemple, quelqu'un qui parle pas français à la maison. Est-ce qu'on arrête là? Nous, on dit non. Cette personne-là qui ne parle pas français à la maison, est-ce qu'elle travaille en français? Oui, c'est bien de se rajouter à la présence francophone. Non, elle ne travaille pas en français. Est-ce qu'elle connaît le français? Oui, ça se rajoute. Et donc, c'est toute une série comme ça de rajouts qui se font de la présence du français. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de cet indicateur-là, toi? Moi, je suis d'accord avec ça. Mais là, on va au-delà des chiffres du recensement. Et les démographes utilisent prioritairement les données du recensement et souvent les politiciens se basent là-dessus également et ça dit pas tout. Et c'est là qu'il faut aller dans le cadre des sondages. Des sondages qui nous donnent une bien meilleure perception de ce qui se passe dans la société. Et cet indicateur-là devient intéressant. Moi, j'aimerais ça qu'on ait un indicateur un peu comme le TSX à la bourse. Je sais que le TSX aujourd'hui est temps, demain est temps, il augmente. Est-ce qu'on pourrait en arriver à un indicateur d'un chiffre qu'on pourrait remettre à jour à tous les 2, 3, 4, 5 ans et qui nous montrerait la vitalité ou non du fait francophone au Québec? Mais pour ça, il faut mettre ensemble, comme vous avez commencé à le faire, là, le groupe qui travaille sur ces questions-là, ensemble d'autres données que celles qui reviennent du recensement. Écoute, je vais terminer, mais avant de terminer, j'ai une dernière question. Tout récemment, ça date de 2 ou 3 jours, le gouvernement actuel veut éliminer les obstacles pour le commerce interprovincial, pour permettre un libre-échange des personnes, des travailleurs qualifiés, entendons-nous, et parce qu'il y a une liberté de circulation au Canada, là. Mais il y a des métiers qui sont interdits, etc. Donc, enlever tous les entraves à cette mobilité
professionnelle et évidemment la mobilité aussi au niveau du commerce. Okay? Donc, un libre-échange interprovincial. Le commissaire à la langue française, rapidement, est sorti avec l'idée que, il y a vraiment là un danger d'anglicisation. Le genre de danger qui nous revient tout le temps dans le débat, anglicisation. Premièrement, tu penses quoi, toi, de cette réaction, premièrement? Et ça nous amène à se demander, est-ce que ça va vouloir dire de rétablir la clause Québec et de dire les gens qui viennent de l'Ontario, il faut que leurs enfants aient à l'école française? Je sais pas comment tu réagis, toi, à cette nouvelle menace ou crainte qui nous est lancée à la figure. Comme démographe, on s'intéresse aux chiffres. Donc, il faudrait peut-être savoir combien de personnes seraient susceptibles de venir au Québec, être anglophone et vouloir rester anglophone, ne pas vouloir accepter qu'ils ont vu dans un milieu francophone. Ça m'apparaît un petit peu précipité comme commentaire de quelqu'un qui devrait peut-être regarder les chiffres un peu. Ça me fait penser au transfert linguistique. Quand on regardait les transferts linguistiques, c'était un phénomène absolument important. Pourtant, quand on regarde les chiffres absolus, c'est quelques dizaines, quelques centaines par-ci, par-là. C'est pas avec ça qu'on va faire du Québec une Louisiane. Donc, c'est un peu la même chose avec les travailleurs canadiens qui pourraient venir au Québec. Est-ce qu'on peut penser que ces gens-là vont venir au Québec, sachant que le Québec, c'est une province où le français prédomine, que l'école française est prioritaire? Puis, j'ai de la misère à voir le problème qui va venir de là avec ce qui est présenté dans les commentaires du commissaire. Oui, et encore faudra-t-il, comme tu dis, le documenter. Là. Documenter. Il y a combien de personnes? Bon, c'est des métiers qui sont réglementés. Combien y a-t-il de ces métiers réglementés? Combien sont-ils, ces gens-là, au Québec actuellement? Combien peut-on en accueillir? Quel pourcentage? 10, 15, 20, 50%? Ça touche combien de monde, en fait? J'ai comme l'impression que c'est un pétard mouillé, cette affaire-là. Mais ça va dans le sens, ça va dans les paroles toujours qui viennent du déclin du français. Hein? Et on a tellement de difficultés à voir que c'est peut-être pas ça. Mais on veut pas sortir de ce constat de la survivance qui était celle des nôtres au 19e puis 20e siècle. Écoute, Michel, je te remercie beaucoup. C'est toute une période historique du Québec que j'ai vécue, évidemment, hein, et qu'on oublie. Et je trouve ça intéressant d'aller chercher un témoignage de quelqu'un qui l'a vécu, de l'intérieur, avec tous les débats et qui a suivi la situation actuelle. Et je terminerai avec une dernière question. Compte tenu de ce que tu vois en ce moment, t'es-tu pessimiste face aux Français au Québec? Moi, je suis pas pessimiste. Ma fille fréquente l'Université Concordia et ses amis sont anglophones, mais tout ce monde-là parle français. Je vis la ville Saint-Laurent, qui est un quartier de Montréal, d'arrondissement, qui n'est pas francophone de souche en majorité, mais ça parle français. Quand on va, oui, c'est sûr que si on peut aller dans un magasin, on va peut-être attraper quelqu'un qui nous aborde en anglais, mais je pense que globalement, le français c'est pas demain qu'il va disparaître, et je ne pense pas qu'on s'en va vers une louisianisation du Québec à court, moyen, peut-être à très long terme, mais je pense pas, à moins de devenir le 51e État de notre futur prix Nobel de la guerre. Ben écoute, merci beaucoup Michel. On va arrêter là. Merci.